Je suis prête à ne plus surcontrôler. Je suis prête à échouer en équipe et donc à dire à 15 copains, venez, on lance l'assaut, on va faire de notre mieux. Ça a été un bordel parce que à la base, c'était mon idée dans ma chambre pendant le Covid et maintenant, je veux que ce soit votre bébé, mais venez, on y va ensemble. Donc, je me prends un coaching qui, toutes les semaines, m'aide à rentrer dans ma pompe de présidente qui n'est plus dirigeante. On est ravis d'accueillir aujourd'hui une personnalité qui nous inspire énormément et qui fait collectif au quotidien. Claire Petro, fondatrice des Pépites Vertes et du Club des Pépites. Et on est ravis de te compter parmi nous aujourd'hui. Tu es la fondatrice des Pépites Vertes et du Club des Pépites. Ce que l'on a pu voir à travers ton parcours, c'est que dès Sciences Po, dès tes études, tu portais déjà très fort cet engagement auprès de toute la communauté des élèves, etc. Que tu as poursuivi sur cette voie-là avec toutes les expériences que tu as pu avoir, que ce soit chez Change Now, chez Vox.org ou encore La Ruche qui dit oui, et que ces engagements-là se sont intensifiés et ont atteint, on va dire, un climax en 2020. Cette grande réflexion et de se dire comment m'engager plus. Et c'est là que ce projet des Pépites Vertes a vu le jour, ce média justement pour équiper la nouvelle génération, pour les motiver à travailler dans la transition écologique. S'en est suivi 2021, le Club des Pépites, qui rassemble toute une communauté de cette jeune génération pour les embarquer dans la transition écologique. Professeur à Sciences Po, intervenante, conférencière, auteur également. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que l'on ne connaît pas ou que tu voudrais ajouter sur ton parcours? Une chose du passé, une chose du futur. Chose du passé, mon engagement collectif, il est sur les terrains de hand. Et c'est le handball. Et c'est ensuite engagé au conseil municipal des jeunes. Et c'est délégué de classe. Et c'est, voilà, autant que possible, toujours, dès que j'ai 15 ans, être en collectif. Vers le futur, un peu moins collectif, quoique, parce que je suis en train de m'entourer de femmes dans ce projet-là. Je me forme au stand-up et je fais mes premières scènes. Et du coup, voilà, ça, c'est un peu nouveau pour moi. Je me mets en danger. Et voilà, je continue à explorer un peu mon chemin. Mais pour le coup, pareil, stand-up avec 2, 3, 4 nanas qui sont à fond et on apprend ensemble, quoi. Génial. Vous êtes une communauté, du coup, pour explorer le stand-up. Comment ça se passe? C'est une association? Comment ça s'organise? On a fait le cours Florent ensemble. Et à la sortie de ce stage, on a été un petit groupe à se dire, faut qu'on s'entraide, faut qu'on se trouve des scènes. Et hier soir encore, j'étais avec 2 d'entre elles à se motiver en tant que femme humoriste. C'était vraiment très puissant. Pauline, tu es passée chez WeShare, tu es toujours maintenant au mouvement Impact France, fondatrice de Cosme. Le collectif fait vraiment partie de toi, de ton ADN. Donc, je suis ravie de pouvoir vous entendre sur ces 2 sujets-là. Quand tu as imaginé les Pépites Vertes, pourquoi tu l'as imaginé? Quelle a été l'envie ou du moins l'urgence à laquelle tu as eu envie de répondre? Ouais. Comme tu le disais, on est en 2020, c'est le confinement, c'est une période très violente pour les étudiants et les étudiantes, pour beaucoup de personnes en France, mais pour cette jeunesse qui a l'habitude en vrai de construire ou de consolider son identité à ce moment-là, c'est un peu intense d'être enfermé. Et en parallèle, il se passe un mouvement d'éveil massif sur les enjeux environnementaux et climatiques. On a eu du Greta Thunberg, Fridays for Future. On a eu du Pour un réveil écologique, 30 000 signataires d'un manifeste pour appeler les employeurs à plus de responsabilités. Et donc, on a cette génération qui est enfermée et qui est là, mais attendez, juste, pardon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Enfin, c'est quoi le projet? Et du coup, moi, depuis 2017, je suis engagée pour la transition écologique, dans l'ESS, dans l'impact. Et comme je suis pas très discrète, je communique énormément sur mes réseaux sociaux, sur Facebook pour le coup. Et du coup, des élèves de Sciences Po m'écrivent et me disent comment t'as fait pour trouver ton job? Et surtout, comment t'as fait pour savoir que c'était pas du greenwashing et du bullshit? Et donc, je commence un peu à faire des petits coaching one-one sur Zoom d'étudiants, étudiantes. Et à un moment, assez rapidement, je me dis, si je veux passer mon impact à l'échelle, il va falloir que je réfléchisse à une solution. Je suis capable de faire ça parce que je suis à Change Now, responsable de la communication
Change Now, qui est le plus grand événement mondial des solutions pour la planète, mais comme c'est le confinement, vous doutez bien que pour faire de l'événementiel à ce moment-là, c'est pas évident. Compliqué. Donc chômage partiel, bim, faut pas me laisser au chômage partiel trop longtemps, pardon mes anciens boss qui m'ont vu partir, parce que du coup j'innove et j'invente. Et le pain point, c'est ce manque de vision, ce manque de clarté, ce manque d'espoir et cet isolement. Je me sens seule en fait. Le monde s'effondre et je suis seule. Et moi j'étais là, wouh, vous inquiétez pas, on est 2 à paniquer au moins. Peut-être même qu'on est genre des milliers. Et donc vraiment, c'est vrai, effectivement, cette envie de sortir de l'isolement et de montrer la voie, montrer que c'est possible, qui m'amène à créer les pépites vertes au tout début. Sortir de l'isolement des freelances, Pauline, je pense que c'est aussi comme ça que tu as débuté Cosme. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot. C'est ce pain point, en tout cas, qui trace un point commun entre vos parcours, je trouve. Ouais, tout à fait. Un petit mot là-dessus, peut-être pour compléter tes propos, Claire. Du coup, la constitution, un peu, de Cosme, c'était avant le Covid. Et en l'occurrence, on était bien content de s'être créé en collectif, du coup, à ce moment-là, et bien avant même, et de ne pas être seul pendant cette période hyper difficile. Et je pense en effet que pour les étudiants, cette période a dû être hyper difficile, hyper délicate, hyper éprouvante, que ça a même laissé des traces, je dirais, que ça n'aide pas, ça n'a pas aidé, mais ça n'aide pas non plus à faire collectif pendant, mais surtout après, pour revenir finalement à la vie normale, et revenir aux liens qu'on avait avant et même aux liens futurs qu'on crée maintenant, tout est complètement différent. Et oui, pour faire le lien, je dirais que ce que tu fais avec ces jeunes gens qui en ont terriblement besoin, on le fait aussi en quelque sorte avec Cosme et finalement les freelances depuis des années, puisque par essence le freelance est solitaire et solo. Et moi et nous croyons d'ailleurs avec toute l'équipe que tu vois le freelancing en fait doit être collectif demain quoi. En fait ça ne doit plus être le jeu ne doit plus jouer tout seul et il doit jouer à plusieurs. Donc c'était le petit pont en effet qu'on peut faire. Ces phrases que tu dis que l'isolement est un fléau, que la solitude est un fléau et que tu vois le projet des pépites vertes ça a été de tracer une nouvelle voie. Bon voilà, l'alternative, la troisième voie, c'est des mots qui me parlent beaucoup et en tout cas hyper alignés avec toi sur comment réunir des gens qui à un moment donné, à un instant T ou pendant tout le cours de leur cursus, quel qu'il soit, scolaire, professionnel, indépendant, comment rapprocher ces gens, comment les fédérer pour qu'ils sortent de cette solitude. Et je trouve que c'est un beau point de départ pour lancer des projets collectifs et des projets communautaires comme on fait. Le fait que tu aies lancé ce projet, donc comme tu disais, on était 2 à se dire ouh, le monde brûle, il faut se réveiller. À partir de quel moment tu as commencé à t'entourer pour commencer à faire grandir le projet? À partir de quel moment tu as fait collectif et dans quelles conditions? Peut-être juste recontextualiser les pépites vertes pour les personnes qui connaissent pas. Il y a une partie média qui accompagne les jeunes professionnels de la transition écologique à se projeter dans des carrières grâce à des vidéos ou à ce livre que j'ai écrit qui s'appelle Je bosse pour la planète ou à des podcasts ou c'est vraiment du contenu pour savoir en fait c'est quoi un job écolo. Est-ce qu'on est obligé d'être installateur de panneaux photovoltaïques ou est-ce que je peux faire du marketing responsable? Et donc évidemment la réponse elle est où tu peux faire du vert. Par contre, ça nécessite de monter en compétences, de trouver la bonne boîte, etc. Donc ça, c'est sur la partie média. Et ensuite, sur la partie communautaire, on y reviendra après, mais il y a un réseau qui permet aux jeunes professionnels de la transition écologique de se fédérer. Aujourd'hui, j'ai plus de 70 000 abonnés en cumulé sur les réseaux sociaux. On a une communauté de plus de 150 personnes. Je travaille avec 2 freelances, mais j'ai travaillé tout du long sur les 5 dernières années avec, je dirais, 12 à 15 personnes de différents. Et le tout début de quand est-ce que je me dis je pourrais pas lancer ce truc toute seule, en fait, c'est vraiment dès 2020 quand je capte qu'il va falloir que je fasse des contenus sur des jeunes, mais qu'en fait, si je fais un contenu par un contenu, je vais jamais y arriver. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le projet des pépites vertes, et je le raconte en transparence parce que quand je me suis lancée, j'avais pas en tête les enjeux juridiques associés à l'associatif, à l'entreprise, à nanana, donc je lance une asso au tout début.
j'ai quelques bénévoles. Très vite, je capte qu'en fait, mon modèle économique, ça va être de créer du contenu et de faire de la prestation de service. Donc, je ne peux pas être une asso. Et en plus de ça, je veux être rémunérée par mon projet. Donc, il faudrait que je fasse une petite mécanique de devenir la dirigeante et de trouver un président, etc. C'est des trucs un peu complexes, mais personne t'en parle. Donc, en fait, t'es vite un peu à poil et tu comprends rien de ce qui se passe. Donc, si t'es bien accompagné, tant mieux. Sinon, tu fais des bêtises et c'est jamais très agréable. C'est comme ça qu'on apprend, mais c'est jamais très agréable. C'est sûr. Donc très vite, je fais OK, pardon. En fait, c'était pas une asso, c'était une boîte, mon truc. Pas de souci. Par contre, je vais porter un projet communautaire au sein de ma boîte. Donc, vous allez avoir plein de gens qui vont venir sur ce plateau pour expliquer que les modèles économiques associés aux communautés, et toi, tu le sais, c'est hyper complexe. Vous le savez tous, c'est hyper complexe. Donc du coup, pendant 3 ans, je porte le projet communauté et médias dans une même structure. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux commencer à recruter des gens. Et il y a 1 an, au bout de 4, du coup, je suis en mode, attendez, ça marche pas mon histoire. J'ai un projet, une jambe, qui est super et qui fait du bien à plein de gens, mais qui me ramène peanuts et qui me coûte un bras. Et de l'autre côté, il y a Claire qui fait des selfies, des vidéos, des conférences dans toute la France et qui se saigne la santé et qui est toute seule. Et du coup, je fais, wow, ça marche pas. Pause technique. Je vais créer une association et garder mon entreprise. Et du coup, tout ça, ça a été un énorme travail de compréhension du complexe et du bon juridique. Ça veut dire il faut un bon avocat et un bon comptable et plein de potes entrepreneurs qui te disent fais pas cette bêtise, fais cette bêtise, fais pas ça, voilà. Mais je pense que c'est important d'expliciter le complexe parce que sinon, personne s'y retrouve en fait. Ouais, le modèle. Ouais. En fait, je pense que tout le monde... C'est marrant parce qu'on est vraiment aussi une génération de serial un peu entrepreneurs. En fait, on aime faire plusieurs choses. Et toute la complexité là-dedans, c'est de réussir finalement à trouver le bon modèle, celui qui nous éclate, celui qui nous passionne, certes, celui qui quand même est un modèle économique qui peut être à minima rentable, sinon ça marche pas. Mais dans ces projets, qu'ils soient collectifs ou individuels, de toute façon, il y a toujours les deux finalement. Il y a toujours un individu qui veut faire collectif ou plusieurs individus qui veulent faire collectif. Pas évident de trouver le bon modèle. Moi, j'aime beaucoup que tu commences par ça. C'est un peu la croix et la bannière, mais c'est un peu mon cheval de bataille aussi de dire toujours, attendez, est-ce que le modèle, il est intéressant? Enfin, est-ce que il est durable. On est sûr de nous? Est-ce qu'il est durable? Intéressant, durable, rentable? Parce que pour que ce soit pérenne, il faut que les gens puissent vivre. C'est comme ça ces critères-là qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, bravo de le mentionner dès l'ouverture. Merci. Pour faire le lien justement sur cette communauté, donc ces 2 piliers aujourd'hui de ton activité, donc ce club des pépites, en 2024, tu décides de le mettre sur pause. Là, tu nous as expliqué un petit peu tout le contexte, mais quelles ont été les raisons, pourquoi tu t'es dit, OK, stop, on s'arrête, et comment tu as engagé cette réflexion sur comment on le valorise? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me porte et qui me parle. Comment tu as géré cette transition-là? C'est encore plus complexe que ça. C'était la Pépite Académie quand c'était dans ma boîte parce qu'il y avait un sujet de montée en compétences. Et donc, j'ai accompagné 4 promos avec Maëlys, qui a été l'animatrice et la créatrice de communauté des Pépites, Maëlys Silvera, qui a vraiment été la clé de voûte pour construire avec moi une expérience utilisateur de « je suis un jeune pro de la transition écologique, je suis déjà en poste ». Par contre, je capte que dans ma boîte, ça bouge pas assez, je me sens seule. Dans mes potes, école de commerce, école d'ingé, je suis le relou. Et du coup, en fait, je ressens un mal-être alors que je suis une pépite verte. Je travaille pour l'écologie. Mais en fait, j'ai l'impression que je ferai jamais assez, je me surcharge, je n'ose pas prendre la parole face à moi N+1, je suis tellement en colère que mes collègues ne veulent plus parler. Enfin bref, tous ces trucs de éco-anxieux au travail. Et du coup, le pain point de ces personnes qui nous rejoignaient, c'est comment m'armer pour aller plus loin dans mon engagement au travail. Et donc, 4 promos, des formations, des masterclass, un onboarding, un offboarding, enfin vraiment un truc canonissime en vrai. Ensuite, t'es spoté, on t'envoie dans les médias, dans les échos, dans machin et tout. Trop stylé, juste... j'arrivais pas à vendre ça aux entreprises. J'arrivais quand même à vendre ça aux pépites qui parfois arrivaient à faire passer en budget entreprise. Mais à la fin des fins, si je devais staffer une personne sur l'animation de ce projet, j'avais été voir plein de mécènes, personne ne voulait le financer parce que en fait les jeunes ils étaient pas à débaucher. Donc les gens ils veulent bien te financer quand ils ont des trucs à gagner, à recruter, etc. Là c'était juste de la visibilité.
Et donc, au bout de la 4e promo, et c'était fou, enfin, ça marchait trop bien. Les gens ils disaient, je suis une pépite, etc. Au bout de la 4e promo, je commence à sentir que quand je vais aux événements pépites, etc., ça me prend une énergie que ça me prenait pas du tout au début, quoi. Je sens, en fait, c'est le corps qui dit en premier. Et j'ai le souvenir de 2 insomnies à suivre. Je suis à Nantes, à un événement de la BPI, je ne dors pas, et l'idée me vient, mais d'une clarté, c'est il faut tout arrêter. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre phrase, c'est fini, Claire, en fait. Je vais faire mon événement le lendemain, ma conférence et tout, et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas pu avoir cette pensée cette nuit, enfin, je vais pas abandonner. Pour le coup, c'était pareil, c'était 200 personnes qui étaient passées dans le programme à l'époque. Je peux pas les abandonner, syndrome du sauveur at flic. Et du coup, 2e nuit, le lendemain, pareil. Du coup, en fait, il m'a suffi que 2 nuits. Le 3e jour, je me réveille et je dis, ok, mon corps, c'est toi qui sais, c'est fini. J'écoute la petite voix intérieure. J'écoute. Et donc, il a fallu expliquer à mon équipe et tout expliquer, tout dire. Voilà, il y a pas le modèle, on l'a pas trouvé. Je suis désolée. Expliquer aux pépites et leur dire, écoutez, je vous propose une newsletter jusqu'à ce que je trouve une solution. Taux d'engagement de ouf dans la newsletter. Tout le monde attendait un peu la suite, etc. 6 mois de moi qui fais du tri aussi dans ma vie perso, parce qu'en général, quand t'as une cata pro, t'as une cata perso, tu fais 5 déménagements, je me fais opérer d'un carcinome qui est un cancer de la peau, enfin bref, c'était l'année cata. Tout ça, c'est géré, et là, je fais un brainstorming de 1 semaine avec Mathieu Dardaillon de Ticket for Change et qui a écrit Anti-Chaos. Et je fais mon bilan sur mes forces, et toutes les pages du carnet, il y a fédérer, réunir, fédérer. Et je le regarde chez Matt, c'est partout et je le fais plus, putain. Je suis malheureuse en fait. Je suis malheureuse, ça me manque. Donc là, je fais OK. Je demande à Hugo Paul, qui j'espère passera sur cette canapé parce qu'il était à la Climate House à ce moment-là. Je dis Hugo, tu crois que ça fait du sens? J'envoie un mail et je dis aux gens, venez, on lance l'assaut. Et il me dit, Claire, c'était là depuis le début, je t'en sous tes yeux. Et en fait, je sais pourquoi je voulais pas lancer une asso, parce que déjà, avoir une boîte, c'était affreux en termes d'admin et de juridique. Avoir une asso en parallèle et puis être bien vigilant à ce que tout soit bien réglo, etc. Voilà. Donc du coup, là, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je sens que j'ai l'effort, enfin, je suis prête à faire l'effort, et surtout, et on va venir dessus après, j'ai fait mon travail intérieur. En tant que leader qui est fédéré toute cette communauté, tous ces gens, je suis prête à déléguer. Je suis prête à ne plus surcontrôler. Je suis prête à échouer en équipe, et donc à dire à 15 copains, venez, on lance l'assaut, on va faire de notre mieux. Ça a été un bordel parce que à la base, c'était mon idée dans ma chambre pendant le Covid, et maintenant, je veux que ce soit votre bébé, mais venez, on y va ensemble. Donc je me prends un coaching qui toutes les semaines m'aide à rentrer dans ma pompe de présidente qui n'est plus dirigeante. Et je trouve mes pépites qui lancent avec moi pendant tout un sprint, pendant 3 mois, tous les mercredis soirs. On écrit les statuts, on pense la gouvernance, on lance les pôles, on machin. Et au bout de 3 mois, on lance l'assaut en avril dernier. Et en 2 mois, on a 250 membres. Certains qui étaient de la Pépite Academy et d'autres, plein de nouveaux, qui étaient là. Ah, j'attendais tellement que vous relanciez une promo, etc. Incroyable. Génial. Fou, hein. Et comment s'organise l'association du coup? Comment tu transposes? Donc, on a cru comprendre qu'il y avait des actions sur le terrain aussi, différents bénévoles. Comment ça s'organise? Du coup, c'était important qu'il y ait un héritage pépite de la vision et de pour qui on le fait, et qu'il y ait, et je leur dis tout le temps, une liberté intrapreneuriale, parce que c'est plus ma boîte, c'est plus moi. Et maintenant, c'est que veulent faire les pépites avec cet asso. Donc, des antennes. Déjà, ça, c'était la chose dont je rêvais depuis le début. J'arrivais pas à le faire toute seule. 10 antennes. 10 antennes. Angers, Nantes, Rennes, Lyon, Marseille, Caen, voilà, enfin plein de villes, des responsables d'antennes et une autonomie pour les responsables d'antennes pour animer les trucs localement. Putain, mais il suffit juste des outils, il suffit juste de kit en fait. Ensuite, des projets qui vont venir. Donc là, on prend du temps à structurer le pôle projet. Il y a plein d'idées de projets. Comment on dit go no go à un projet?
Bon, ben voilà, il faut faire une fiche projet, go, no go, machin, un responsable projet, un espèce d'incubateur de projet, etc. Du plaidoyer, est-ce que c'est notre rôle? Nanana, plus que tout, des événements, de gros événements nationaux. Et donc, la promesse de fédérer les moins de 35 ans de la transition écologique, qu'ils soient effectivement indépendants, salariés, dirigeants, mais en tout cas, ils veulent se mettre en collectif et surtout, vu ce qui se passe en ce moment sur les problématiques environnementales, il y a un gros besoin de lien et un gros besoin d'action. Encore une fois, c'est comme si on n'était jamais suffisant. Ils ont beau être responsables RSE, les pépites, ils sont en mode, bon, bah, est-ce que je peux pas faire autre chose en parallèle parce que là, la loi du plomb, je n'en peux plus, en fait. Et du coup, bah, cet espace est à leur dispo. Et voilà, c'est ça la promesse, hein, des événements, de la gestion de projet, de la création de projet. Et puis, bah, un collectif de pairs qui te comprennent sans même que tu aies à te justifier, en fait. Comment conserver tes convictions personnelles à partir du moment où tu les partages avec un collectif et passer du je qui porte cette vision au nous qui la met en place sur le territoire? À plein d'endroits. Déjà, le premier endroit où travailler, c'est vraiment à l'intérieur de moi. En vrai, tout ça a été possible à partir du moment où j'ai gagné confiance en moi, j'ai musclé mon estime de moi. Et sincèrement, pardon, mais j'ai fait tout le travail de toutes mes blessures d'enfance. Enfin, j'étais le plafond de verre de mon projet. Une fois que j'ai réglé mes problèmes de baby Claire et que je suis rentrée dans mes pompes et que j'ai commencé à comprendre que ce qui se passait à l'extérieur, c'était à l'extérieur et à l'intérieur, c'était ma responsabilité de mes réactions. Bon, franchement, ça m'a vraiment aidée. Deuxième chose, pendant ces 3 mois de brainstorming tous les mercredis soirs, j'étais en check permanent on valide ensemble la vision. Je vous fais une proposition, on abonde. On n'est pas là pour réinventer la roue et mettre 50 amendements, mais valeur, est-ce que c'est go? Valeur, faites-moi un nuage de mots, c'est quoi? Nanana. Enfin là, c'était obligé de faire cette intelligence collective. Encore une fois, j'aurais dit, vous me dites, moi, j'aurais dit, je suis hyper inconfortable. Les gars, je suis hyper inconfortable. C'est mon idée et en même temps, j'ai envie que ce soit votre projet. Et au milieu, pardon, je suis inhumaine, en fait. C'est dur. Et genre, j'ai pleuré devant eux, enfin genre, parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis d'une grande sensibilité, ils savent qu'à l'intérieur de moi, c'est complexe. Et en fait, j'étais en mode, mais vous êtes des humains géniaux, quoi. Enfin, ils m'ont autorisé à être moi-même en entier, quoi. C'était trop beau. Et ça m'émeut, tu vois. Mais tout doit être écrit. C'est quoi les valeurs? C'est quoi le go-no-go? C'est quoi la vision? Pourquoi on se bat? Et si un jour il y a un problème et un bug, et ben on repart au truc. Ouais. Et tout le monde signe la charte. Et t'as signé la charte. Et si t'es hors charte, bah c'est non en fait. Et donc tu délimites en fait le périmètre, exactement. Le cadre. Il faut que ce soit cadré. Ouais, tout à fait. Et cette charte-là, tu la partages avec des nouveaux entrants, des nouvelles personnes qui veulent... c'est pour tous les nouveaux entrants? Charte de nouveaux membres. Et quand tu veux devenir bénévole dans l'asso, charte de bénévole. Là, aujourd'hui, ce nous, j'entends tout ce collectif, a la voix pour partager, justement, prendre les décisions en collectif, partager à la vision qu'ils ont envie de porter, etc. Comment tu parles d'eux? Parce que c'était aussi un sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est qu'aujourd'hui, tu as ton individualité qui porte la voix aussi, tous les messages et tout ce projet-là. Et comment toi, tu valorises tous les gens qui sont derrière toi aujourd'hui? Bien sûr. Alors, pour la gouvernance, pour le coup, nous, on a quand même choisi un truc un peu classique où il y a un bureau. Et donc, c'est pas non plus 100% gouvernance partagée. On a des personnes qui sont formées à la gouvernance partagée dans les bénévoles, à la facilitation, aux méthodes de Fertile, par exemple, à la PACO, etc. Donc, tout ça, ça cohabite avec un héritage de gens du bureau qui sont plutôt issus de... moi, c'est plutôt en mode BDE, ma réflexion. C'est comment on invente des bureaux qui, tous les 2 ans, se renouvellent. Parce qu'on est un truc de jeunes, donc idéalement, ce serait bien qu'il y ait des jeunes dans le bureau. Et du coup, je suis plus en mode gouvernance. Plus c'est intense. Du coup, 2 ans de mandat. Enfin voilà, ça a été mon choix. J'ai dit aux personnes qui voulaient pitcher ou proposer plus de gouvernance partagée, pas de souci. Juste, ça va être de la conduite du changement. Dites-vous qu'on part de là. Si vous voulez aller là, va falloir nous emmener gentiment mais sûrement plutôt que de nous dire qu'on est des gros méchants dans notre bureau et qu'on est les patrons d'un. Donc ça, c'est pareil, on se tapait dans les mains avec les personnes qui veulent nous amener à plus de gouvernance partagée. De mon côté, en tant que présidente, je suis
complètement inconfortable, donc je sors Ouais. de la présidence. Je vais devenir présidente d'honneur parce que je pense que mon rôle, il est à côté. Mon rôle, il est de mettre en lumière ces pépites brillantes, d'appeler mes potes journalistes, enfin mes potes journalistes MDA, mais d'appeler les médias, de continuer à pousser les gens, de les mettre sur des tables rondes, etc., mais pas à gérer, en fait. Je suis pas la meilleure à gérer. Et j'aime empower, j'aime coacher, j'aime révéler. Et du coup, j'ai décidé de faire ce pas de côté pour permettre à chacun dans le bureau de monter à un endroit où il n'y a pas l'ombre de Claire. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que je reste quand même un peu en mode, on espère que ça plaira à Claire. Non, en fait, je veux plus ça. Enfin, à un moment, si tu décides de donner un bébé, faut le laisser grandir et sortir, quoi. Et donc, ça a été ça, mon intuition, et donc annoncer que j'allais sortir de la présidence et trouver les remplaçantes et constituer un bureau adapté et construire une vision et annoncer cette vision. Et voilà, tout ça, c'est en cours en ce moment et c'est... Franchement, j'adore, quoi. C'est hyper beau. Enfin, des fois, je me dis, waouh, c'est la chance d'avoir fédéré une communauté de belles personnes. Et pour le coup, la question, elle vient sûrement après, mais ça va avec... C'est quoi la couleur de la communauté et comment on la réunit. Ouais. Exactement. C'est vert. et les valeurs, quoi. Enfin, quand tu as des gens qui partagent les mêmes valeurs de bienveillance, mais que c'est pas un mot bullshit, que c'est juste une manière d'être au monde, d'être gentil. Oui, pardon, la base. genre, où sont les autres? Putain, la vie est quand même plus facile. Hein. Et d'ailleurs, quand on est parachuté dans le monde normal, c'est pour ça, le mot bisounours, il nous fait toujours rire, parce que tu sais, parfois les gens ils sont en mode non mais chez Cosme on a l'impression que vous êtes un peu des bisounours, enfin, tu vois les gens trop choux qui disent non mais on a l'impression que vraiment vous entendez super bien, ça fait genre 7 ans on vous voit sur les mêmes photos, on est tous là et ça bouge pas en fait, vous êtes toujours là. Ouais mais en fait juste c'est smooth quoi, enfin, c'est facile, c'est doux, on sait se parler, on se respecte, on est fiers les uns des autres. De ouf. Et dans ton discours d'ailleurs je trouve qu'on retrouve ce petit côté fierté de tous les gens qui t'entourent, presque l'émotion aussi, mais je dirais, je ressens la même chose que toi, cette fierté. Et après, quand on nous pose la question de savoir et comment vous arrivez à faire collectif comme ça, enfin tu vois, comment, est-ce que, je sais pas, souvent je me demande, est-ce que c'est quelque chose de inné, est-ce que c'est grâce à ces gens, et est-ce qu'on attire des gens, je sais pas. On attire ça, moi je pense. C'est énergétique, c'est pas sans vouloir faire de la magie, mais tu vibes meuf drôle, pardon, je suis très drôle, meuf drôle, meuf sympa, il y a que des gens drôles et des gens sympas qui se ramènent, enfin... Alors, évidemment, par contre, il faut être vigilant à une chose, c'est que moi, je suis très extravertie et j'ai aucun problème à m'afficher. Donc, il faut quand même rester inclusif aux personnes plus introverties. Et dans l'écosystème de l'écologie, il y en a. Mais il y a des personnes introverties aussi dans le collectif. Et après, moi, je pense que c'est une histoire d'éducation. C'est une histoire de... Voilà, si pour toi, traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Si ça fait partie des manières dont tu as été élevé, voilà. Sinon, désolé, mais... Ça va être compliqué. Et comment on passe de un visage à plusieurs? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce projet-là de transition, parce que c'est une transition que vous êtes en train d'opérer, t'arrives à pousser des nouveaux visages, des nouvelles personnes? Finalement, quand tu dis « je veux pas », est-ce que ça va plaire à Claire? Claire, du coup je vois bien cette idée-là. C'est comment toi, est-ce que tu arrives à potentiellement pousser des nouvelles personnes ou certaines prennent le pouvoir? Tu vois, qu'est-ce que tu vois de ton viseur, du coup, à toi, de future présidente sortante? Ouais. De toute façon, mettre en lumière des ambassadeurs des pépites, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Dans le top 35 Les Échos, chaque année, il y a quelques pépites vertes. Quand on allait aux rencontres économiques d'Aix, pareil, on a poussé des pépites, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui existe déjà. Après, sur comment aider à se sentir légitime, en fait, c'est ça le mot aussi derrière. Pour incarner, j'ai un peu l'intention de faire des formations, prise de parole en public, aider le nouveau bureau à écrire son storytelling, pourquoi ça fait du sens par rapport à d'où ils viennent, tout le travail que moi j'ai fait à raconter mon histoire de petite fille de paysan, fille de prof, conseil municipal des jeunes, Sciences Po, nanani. C'est juste un travail d'écriture, c'est pas du bullshit, mais en tout cas, j'ai écrit la narration de mon histoire. Chacune s'autorise pas à faire ça parce que en France, c'est très prétentieux.
Moi, c'est mon skill de storyteller. Donc, comment est-ce que j'aide les nouvelles personnes ambassadrices à écrire leurs propres histoires? Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on bosse effectivement. Et c'est des choses sur lesquelles, de plus en plus, j'accompagne en fait des dirigeants et des dirigeantes du développement durable et de la transition écologique. Parce que je pense, pour reprendre ma casquette média, que c'est un truc qui nous manque pour être des leaders qui embarquent sur les sujets de transition éco, c'est de s'autoriser à se raconter dans du jeu alors qu'on veut faire du nous. Et donc ça, c'est dur. C'est comment tu pars du jeu en disant bonjour, je suis petite fille de paysan, nanani. Ça ne manque pas. Il y en a toujours un qui dit moi aussi. Je viens de Segré dans le Maine-et-Loire. Moi aussi. Je suis bisounours. Moi. En fait, je raconte jamais mon histoire. Je raconte un bout d'histoire des gens qui me regardent dans la salle. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris à déculpabiliser d'être dans le storytelling. Et mon objectif, c'est d'aider les membres du réseau qui le souhaitent à pouvoir faire la même chose avec eux. Tu penses que faire collectif, c'est offert à tout le monde, de manière générale, des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de ces dynamiques-là? Est-ce que ils peuvent être embarqués aussi? Est-ce qu'il faut avoir une personnalité ou une sensibilité particulière pour faire collectif? Alors, il y a plusieurs choses. La première, déjà, c'est que on signe tous dans cette charte pour ce monde plus juste, plus durable, et les objectifs de développement durable et les accords de Paris. Bon, ça va être compliqué parce qu'on va pas atteindre à 35, mais en tout cas, on a quand même cette vision collective. Par contre, sur la méthode, il faut quand même être conscient qu'au sein du collectif des Pépites Vertes, il y a des personnes qui vont être un endroit de l'activisme et de l'engagement environnemental plus radical, et d'autres qui vont être dans la RSE de grands groupes hôteliers. Donc, on a quand même une largeur qui fait que on doit, en tant que membrane, s'assurer que de la RSE groupe hôtelier à la personne qui est plutôt là pour faire des manifs et qui en a fait son travail ou qui est devenue activiste, il va y avoir un débat. Donc ça, déjà, c'est le rôle de la membrane de savoir comment est-ce qu'encore une fois dans la charte, dans les valeurs, dans la vibe, les gens peuvent discuter et cohabiter. Parce que bon, on a beau être d'accord sur le où on va, parfois, il y a encore plus de fights à l'intérieur de la communauté. Et moi, j'ai toujours dit c'est non. On n'a pas le temps de se faire la guerre entre nous. On a déjà du monde à l'extérieur à bazooker. Je ne dis pas qu'il faut bazooker mais on comprend c'est métaphore. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça veut dire que pour venir dans ce genre de collectif, il faut que tu signes sur le fait qu'il y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. On n'est pas un parti politique où c'est tout le monde dans la même truc. Et donc, si tu n'es pas capable de ça, parce que potentiellement tu n'as pas fait ton travail, et que le truc qui est en suspens depuis tout à l'heure, ce dont on parle, et moi j'ai aucun problème à en parler, c'est l'ego. Et c'est pas grave, l'ego, on l'a tous. C'est juste dans quelle mesure est-ce que c'est un outil et qui nous aide à nous mettre en mouvement et qu'on sait lui dire doucement, calme-toi. Tout le monde n'a pas fait ce travail-là, et donc les gros égos qui viennent porter des visions, des gros projets et expliquer aux autres la vie, pardon, mais c'est très compliqué de faire du collectif avec ces personnes-là. Est-ce que ça a pu t'arriver, toi, justement, au sein des Pépites, d'avoir comme ça des personnes avec un ego assez surdimensionné qui ont essayé de prendre toute la place et qui ont perturbé, on va dire, l'équilibre général? C'est dans tout l'écosystème, il y en a tout le temps. La seule chose que j'observe depuis 7 ans que je suis engagée, c'est que c'est beaucoup plus lissé maintenant. C'est vraiment, moi, j'ai fait ma thérapie, je suis chez la psy, et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ce travail, et donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus apaisé. Donc oui, je les ai rencontrés, j'étais à ce moment-là pas du tout capable de recevoir les critiques, donc ça a été très, très violent pour moi. Sauf qu'entre-temps, j'ai appris à poser mes limites, effectivement, et à me dire, ce que tu es en train de me dire, ça t'appartient en fait. Je prends ou je prends pas, c'est mon choix. Et donc de moins en moins en vrai, de moins en moins, ou en tout cas ça m'affecte tellement plus que je le capte de moins en moins. Mais oui, c'est arrivé, et c'est quand même encore arrivé au sein de l'asso, mais ça se règle beaucoup mieux, donc plus c'est vite, moins éprouvant, plus vite. Et puis au milieu de tout ça, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'amour. Et donc à la fin des fins, voilà, ça prend le dessus. Je dirais même aussi, j'ajouterais, si tu veux bien, Claire, de ce que je perçois en tout cas de mon côté, c'est, tu sais, je sais pas si tu as cette impression-là, mais je trouve aussi qu'à un moment donné, quand il y a une certaine taille critique avec plusieurs individus, et qu'il y a des gens depuis plusieurs mois, plusieurs années sur le projet, ça commence, tu sais, à lisser, il commence à y avoir une certaine... homogénéité, une homogénéité dans un peu dans les prises de pouvoir, les prises de parole, les prises de décision. Et du coup, de plus en plus, je trouve que c'est difficile ensuite d'arriver
Je pense que ça, il y a beaucoup d'ego au début du projet. Quand il y a des sujets de pouvoir, des sujets d'argent, tu vois, de gouvernance un peu complexes. Et je crois aussi que plus tu avances dans le projet et plus les gens qui rejoignent, pour cause, par exemple, ça fait 7 ans, les gens voient bien le mood, tu vois, la vibe, tu parlais de vibe. Et franchement, je vois mal quelqu'un arriver avec des très gros sabots. Ça a dû arriver peut-être une fois et ça n'a pas marché. La personne n'est pas restée parce qu'elle a bien vu. Oula, je pense qu'on était tous un peu choqués, genre, oh waouh, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Et finalement, dans ces moments-là, je crois que c'est même le collectif entier qui rejette, c'est-à-dire, waouh. Et la personne, finalement, c'est cette personne qui a un ego surdimensionné qui ne se sent pas à l'aise à la fin parce que la personne voit qu'elle rentre pas dans le moule, qu'elle rentre pas dans la vibe du projet collectif, quel qu'il soit, en asso, en entreprise, en coopérative. C'est ça, peu importe. Et après, j'avais une autre idée sur est-ce que tout le monde peut faire collectif. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, donc ok, enfin, faut pas se forcer, je pense. Et il y a des personnes qui croient qu'elles n'aiment pas ça, ou il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles sont introverties, elles ne trouveront pas de plaisir dans le groupe, et qui quand même voient bien qu'on a l'air sympa, et donc se font un peu violence et viennent. Donc c'est pas ceux qui seront les plus visibles aux événements, etc., mais kiffent quoi. Mais ressortent avec... Il faut des gens en bac. Ouais. Il faut des gens en bac. Je pense à une personne du collectif, elle se reconnaîtra, son prénom commence par un A. Et elle est assez timide, mais elle est très claire sur le sujet. Moi, je suis pas là pour... je peux pas être visible, je veux pas être devant la scène. Mais par contre, elle est là depuis 7 ans et c'est elle qui pilote en grande partie dans l'ombre. Mais son truc, c'est le bac. Et elle dit, et moi, je suis heureuse comme ça, je suis heureuse de voir que... dans l'ombre, en fait, je fais marcher quand même tu vois, une grosse roue de ce carrosse. Et j'ajouterais à ce que tu disais, il y a aussi des gens qui pensent qu'ils savent faire collectif. Oups, et qui du coup ne le font pas parce qu'ils ont cet égo surdimensionné ou parce qu'en fait, ils le font pas bien, parce que c'est des gens méga violents dans tout. C'est vrai. Mais ça, en réalité, je pense que ça se travaille. Oui, tout se travaille. Tout se travaille en fait. C'est juste de la conscience et de la prise de responsabilité de son action, son impact sur les autres, quoi. Et comment, pour rebondir sur l'image que tu utilisais tout à l'heure de la membrane, sur justement les différentes personnalités qui composent le collectif, entre quelqu'un de très engagé, de très visible, quelqu'un de moins visible, comment tu travailles cette membrane dans la durée? Est-ce que tu as des méthodologies, des outils? Comment tu animes cette membrane-là, que j'imagine assez mouvante aussi, mais dans la durée? Alors, la première chose, c'est quels outils, mais littéralement. Comment on va animer la communauté, qui est genre la question que tous les animateurs de communauté se posent. Et moi, j'ai toujours été obsédée par l'usage de mes membres. Donc, on a commencé sur Discord, parce que c'était méga pratique, et on avait pas mal de nerds au début, donc, et ça marchait bien, l'appli, elle était canon à l'époque et tout. Très bien, Discord. À un moment, il y en a qui sont arrivés et qui ont dit, les gars, pardon, mais on n'est pas là pour faire des streams sur je sais pas quel Twitch. Pourquoi vous n'êtes pas sur Slack? Donc, on a lancé Slack. Et là, il y avait les anti-Slack qui étaient là, oh là là, mais Slack, moi j'ai pas Slack, ça me fait avoir Slack que pour cela, nanani. Et puis ceux qui l'avaient pour leur travail, ils étaient contents, machin. Puis WhatsApp Community est arrivé, alléluia. Et donc on a dû passer du Slack au WhatsApp Community. Et là, pour le coup, avec Maë, quand on a commencé à lancer les WhatsApp Community, on a trouvé ça vraiment bien. Alors après, il faut composer avec les gens qui sont anti-WhatsApp. Bon, bah là, je suis désolée, mais en fait, c'est vraiment le collectif qui prime sur les problématiques individuelles par rapport à, même si on n'est pas pour Zuckerberg & Co, bon bah voilà quoi, il y a un moment, il y a des outils à utiliser, ils sont à dispo, ils sont gratuits. Donc l'outil, ensuite la processisation de tout ce qu'on fait. Donc comment est-ce qu'on a le réflexe de ranger dans le drive, de mettre à disposition, de se penser dispensable sur chacun des projets. On fait une visio très bien, on l'enregistre. Je ne dois pas être la seule personne qui est capable d'animer ces slides, etc., etc. Donc comment on se forme à être autonome en tant que bénévole et en tant que membre. AssoConnect nous a été vraiment très utile, qui est la plateforme qu'on utilise pour collecter les adhésions et rendre la communauté visible via un annuaire. D'accord. Et ensuite, en permanence, et là on est en train de recruter un bénévole sur ça, c'est
être en veille sur est-ce qu'on est assez adapté, est-ce qu'on est collé aux usages. Notre newsletter, on l'a lancé sur Brevo, 97% de taux d'ouverture chez. Waouh. Ouais, c'est ouf. C'est 70, on est trop heureux. C'est dingue. C'est fou. Ouais, c'est ouf. 97. Ouais, c'est des zinzins. Wow. Et en plus de ça, on était là à tout moment. Les 3 qui n'ont pas ouvert, c'est les gens du bureau, faut pas le dire, mais Incroyable. C'est dingue. Combien de personnes, du coup qui a reçu 240, un truc comme ça. C'est bien. Ouais, Puis c'est génial. Tout le monde dit. Ouais, donc très bien ça. Et ça aurait pu ne pas marcher, auquel cas on aurait dû faire autrement. En ce moment, par exemple, on recrute des nouveaux pôles bénévoles, on envoie par mail et par WhatsApp et on n'a pas de candidature. Or, on a 250 personnes très motivées. Donc là, j'ai dit, c'est notre responsabilité de se dire où est le hic. Est-ce que les gens lisent pas? Est-ce qu'on a mal pitché? Est-ce que faut qu'on ouvre à l'externe? Enfin voilà. Donc en gros, chaque fois, c'est s'adapter aux bénéficiaires. Et 2, prendre sa responsabilité. Quand il y a un truc qui marche pas, c'est pas que les gens sont débiles, hein. Non. C'est que t'as pas été bon, en Ouais, fait. c'est pas écouté. C'est Faut ça. écouter. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de collectif, mais beaucoup de plein de sujets, d'outils et tout, mais il y a l'écoute qui est quand même hyper importante dans toutes les discussions là, tu vois. Évidemment, il faut écouter les bénéficiaires, les gens qui font collectif, qui font communauté. C'est ces gens-là qui te murmurent à l'oreille Exactement. les décisions d'ailleurs que toi tu dois prendre, parce que vous êtes responsable derrière de faire les bons choix pour que ça dure. Mais dans un de tes posts, tu parlais de créer des espaces de discussion aussi. Ouais. Justement, c'était sur une intervention que tu avais faite auprès des élèves. Ouais. Moi, j'adorais ce post-là où tu disais, en fait, au départ, les étudiants, personne lève la main, etc. Et comment on arrive à la fin à leur ouvrir les chakras et créer ces espaces de discussion-là. Aujourd'hui, comment tu crées ces espaces de discussion, justement, au sein de l'asso? Très concrètement, lorsqu'on a un événement, on a eu notre premier événement de rencontre en mai, ça a été nuage de mots et on avait fait tout un team building, etc. Et à la fin, on a dit, bon, cet asso, comme on vous l'a dit, maintenant c'est la vôtre. Maintenant, on a besoin de savoir c'est quoi vos problèmes dans la vie. Donc, vous allez prendre 1 minute et vous allez nous dire, mon plus gros défi cette année, c'est... Et nuage de mots. Et donc là, en fait, on a commencé à voir en live émerger cette problématique. Je suis indépendant et j'ai du mal avec ce truc de la compétition parce qu'on est tous indés, mais en même temps, ça, il faut que je vous les envoie. Mais en même temps, il faut bien que je gagne ma croûte. Je suis en transition professionnelle et je sais pas trop quoi faire. Et en fait, c'était magnifique, encore une fois, grâce au digital, de voir ces nuages de mots se faire. Et après, on a dit, OK, fine, vous partez en groupe. Vous avez 1 heure pour trouver des solutions. Et à la fin, vous venez nous pitcher à l'oral les solutions. Et là, on est en train de lancer le pôle projet pour mettre en place... Et donc, du coup, c'est quoi? C'est juste, de la possibilité de prise de parole grâce au digital, parce que tout le monde ne veut pas lever la main. Et 2, faciliter l'écoute, pour le coup, grâce à un cadre qui est celui de Fertile, encore une fois, où on met des règles communes de groupe au début. Et après, on s'améliore au fur et à mesure sur comment faire de mieux en mieux. La seule chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que cette membrane dont on parle, elle est safe. Moi, j'ai toujours voulu une bulle de sécurité. Confidentialité, ce qui se passe ici, se passe ici. De toute façon, ici, personne ne se juge parce qu'on comprend tous à peu près ce qui nous arrive. Pour autant, quand on va dans des événements comme Change Now ou qu'on a l'opportunité d'être à l'extérieur, je dis que notre bulle, elle doit être poreuse et que dans la vie en général, notre bulle, elle doit être poreuse parce que moi, je suis toujours très partagée entre cette jambe qui est passionnée par les communautés et qui adore les espaces communautaires qui permettent à des pairs de se régénérer. Et en même temps, on est dans un monde où il y a un moment, il va falloir casser les bulles et aller à la rencontre des personnes avec qui on n'est pas d'accord. Donc, je suis très fan de ce travail qui est fait de plus en plus par exemple, je sais plus, Clara exactement. Ensemble. Et ça, c'était le Vox Tour pour moi, quand je faisais les présidentielles, le tour des présidentielles pour aller demander à chacune, qu'est-ce que tu veux faire? J'allais voir des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Donc ça, faut toujours être un peu vigilant à pas se renfermer trop sur nous, parce que la bulle des écolos, dans notre monde, tout va bien, hein, mais la vraie vie, à l'extérieur, pas sûr. Donc du coup, c'est des espaces on se redonne de la motive et après on y retourne, quoi. On retourne au charbon. Ouais. Dans
toutes les actions que tu as pu faire autour de faire collectif à travers tes différentes expériences, etc., quelles sont les limites que tu as vues? Parce que justement, Pauline parlait de on est des bisounours, tout va bien, on est entre soi, tout roule, on trouve des solutions, on s'adore, on avance, etc. Mais en fait, quelles sont les limites de ça? Là, justement, vous venez de mentionner la notion d'entre-soi. Mais est-ce que tu vois d'autres limites au faire collectif? Celle-ci, celle dont on a beaucoup parlé, c'est est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on est formé à être en collectif? Est-ce qu'on est formé à s'écouter? Est-ce qu'on est formé à prendre nos responsabilités pour nos émotions? La réponse est non. Donc, plus d'intelligence émotionnelle à l'école, plus d'écoute, plus de coopération égale oui. On pourra faire plus de collectif. Tant qu'on n'a pas ça, c'est un énorme frein. C'est comme si c'était accessible qu'aux personnes à qui on a dit aide ta sœur, aide ton frère, quoi. Et du coup, c'est une barrière à l'entrée assez énorme quand même. Est-ce que ça veut dire que les enfants uniques ont plus de difficultés à rentrer? Et que les hommes? Et que les hommes, en effet. Oui, je pense. C'est une intuition personnelle, mais j'ai dit frère ou sœur, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais en tout cas, si dans ton éducation, tu as été forcé à être poli et altruiste, c'est quand même plus facile de se mettre en lien, et donc ça. Et après, dans la question d'après, je crois, c'est est-ce que parfois il faut pas faire des trucs tout seul ou ma réponse vraiment c'est le collectif, ça a toujours raison, vraiment, je pense. Par contre, il y a des moments de vie où tu as des projets solo à porter. Et moi, ça m'arrive en ce moment, typiquement avec mon truc de ce qui me prend que je crois que je vais devenir humoriste là. N'empêche que ça n'a pas manqué. En fait, je n'ai pas été seule une seule fois. C'est mon projet, c'est mon idée, c'est mon rêve de faire rire avec ça. Mais dès hier, j'étais avec 2 copines en fait. Et dès hier, on avait un groupe WhatsApp pour se dire c'est quoi vos objectifs, comment on peut s'entraider. Donc oui, parfois, il faut porter ces trucs solo et on n'est pas obligé de tout le temps avoir des gangs. Et en fait, à la fin des fins, ils sont déjà là, ils sont toujours là. Oui, bien sûr. Donc même Orelsan en fait ne le dit à personne. Enfin Orelsan tout seul il sert à rien. Enfin pas si il sert à quelque chose mais il n'aura pas un temps. On t'aime Orelsan. Si tu veux venir sur ce podcast, on peut venir en parler. Viens en parler avec nous. Mais c'est ça mes modèles moi. C'est les chanteurs et les athlètes de haut niveau, ils ne sont jamais seuls. À la fin des fins, l'athlète qui fait du 110 mètres S, c'est lui qui sait ses jambes, mais qui l'a coaché, qui lui a dit quoi manger, qui l'a formé, qui l'a emmené à l'athlé quand il avait 4 ans et que c'était tous les week-ends et que je sais pas quoi. Donc, on n'est jamais seul. J'y croirais jamais à ces gens qui disent qui se sont fait tout ça. Je déteste. Je me suis fait seule. Non, mais clairement. Mais d'ailleurs, la génération au-dessus de nous, nos parents... Oui. Il y a ce truc-là de self-made man, d'ailleurs. Tout à fait. Woman, à l'époque. Tout à fait, ouais. Je le précise ici, parce que ce serait trop beau si ça avait été clair. Pas suffisamment à mon goût, mais il y a ce truc-là de self-made, pareil que toi, je n'y crois pas du tout. Et comme toi, je pense aussi que c'est des postures, que même si tu veux faire un truc solo, à la fin, tu te fais... c'est ça. Et j'avais eu un premier podcast qui s'appelle Puissance Care. J'avais fait une 40aine d'épisodes toute seule. C'était sur la santé physique et mentale des entrepreneurs et des dirigeants. Il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Et je m'étais dit un jour, j'arrête parce que j'ai plus envie de parler de santé. C'est un peu un sujet que je voulais un peu évacuer. Et du coup, je m'étais toujours dit, je relancerais, c'est sûr, un podcast, et j'adore le format, je suis méga fan, je trouve ça trop cool et tout. À aucun moment, je voulais relancer solo. Évidemment, on se relançait avec Aliénor et Lucie, évidemment que ça devenait un projet collectif. Et je pense que tout ce qu'on touche, quand on a aussi cette posture de leader collectif, collaboratif, de gens qui embarquent d'autres gens autour de nous, c'est un peu ça aussi, il faut le dire. Oui. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas peut-être les capacités, je dirais pas les compétences, mais il faut quand même aussi, et tu en parlais, d'intelligence émotionnelle, et donc à la fin, tout ce que tu touches, même tes projets solo, la plupart du temps quand même tu t'entoures. N'empêche qu'il faut quand même pas s'oublier là-dedans. Ouais. Et revenir au jeu, revenir au soi, pour mieux redonner derrière au collectif aussi. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup. Tu parlais d'hypersensibilité tout à l'heure en off. Ouais. Moi, je parle souvent de la jauge, de la batterie. Ouais. Et je vois dans les moments pro, donc collectif et perso,
qu'à des moments, la batterie, quand elle est déchargée, ne répond plus de rien. Et donc voilà, ça me fait penser à cette petite sieste qui régénère Bien et qui, sûr. voilà, Qui ce requinque. moment de calme, où tu te recentres et tu te refocuses pour mieux donner aux autres. Moi, je pense que prendre soin de soi, mais j'ai mis 5 ans à le comprendre, c'est altruiste. Enfin, prendre du temps seul, se pimper, enfin, tout ce qu'on veut qui est cool pour soi, ça permet d'être mieux avec les autres. Et se sacrifier, ça permet pas d'être bon avec les autres, hein, ça permet d'être forcé avec les autres. Et ça c'est jamais franchement vecteur de quoi que ce soit. Mais ça m'a mis du temps avant de comprendre ça, mais prendre soin de soi pour prendre soin des autres, j'y crois vraiment. 30 ans, c'est bon, t'es large. On a compris qu'il y en a C'est bon. il y en a d'autres qui le comprennent qu'à 60. T'es sur une piste de décollage, On là, est bon. tout va bien. Il nous reste quoi, 40, 50 Mais on voulait également te poser la question sur toute cette nouvelle génération avec qui tu travailles. Est-ce que le faire collectif est le propre de cette génération-là, de cette jeune génération? J'aime pas du tout cette question parce qu'on me la pose tout le temps et je suis pas confort avec ce que j'ai vu parce que, pardon, mais non, moi je trouve pas. Il y a eu un élan d'engagement de la jeunesse 2018-2019, 3 ans qui sortent du Covid et là, au vu de l'état du monde, en fait, il y a un retour à soi que j'observe. Je sais pas si factuellement on pourrait le prouver avec des données parce que c'est que mon observation. Mais du coup, c'est pas évident ce qui se passe en ce moment et je comprends. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des jeunes qui me disaient « je suis hyper consciente, je suis très éco-anxieuse, du coup, c'est pour ça que je prends l'avion. » En fait, vu que c'est foutu. Et là, en fait, j'avoue que ces matins-là, je suis en mode « oh la vache, pourquoi je fais tout ça, en fait ?» Et du coup, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est mon amie Jasmine Manet de Youth Forever qui disait que la jeunesse, c'est souvent un espèce de focus sur la globalité de la population. Et en fait, c'est ce qui se passe au global. Hein. Moi, mon interprétation du moment, c'est qu'on est la première génération de l'histoire de l'humanité à ne pas avoir d'espoir clair en un progrès. On est les premiers à ne pas se dire « dans 10 ans, ça sera mieux ». Parce qu'en sortie de guerre ou pendant la guerre, on peut se dire ça. Ou pendant les grandes maladies, on peut se dire ça. Il y a une date de fin. Différenciation du Exactement. bordel, Et de rebond Exactement. après les crises. Et l'innovation est à son plein, et la voiture, et nanani, et voilà. Là, t'as 20 ans, est-ce que tu peux te dire vivement dans 10 ans quand ce sera mieux et que j'aurai mes 2 gosses et qu'on sera tous heureux que la crise sera passée. Et que la crise sera passée et qu'il fera moins chaud? Non. Donc du coup, on sait que ça va aller de pire en pire. Ouais. Donc c'est la responsabilité de mon écosystème que de raconter un récit qui dit whatsoever. Enfin, il y a un moment, il faut y aller. On peut construire une société, on peut s'adapter, on peut faire moins pire. C'est vraiment possible. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, c'est empathie pour cette génération qui vit un truc un peu jamais vu, jamais vécu. Donc je suis un peu deg quand on me dit ça et en même temps, je comprends que le cerveau, il doit paniquer à un endroit ou à un autre et il protège, il ferme et il dit... Donc maintenant, c'est comment on déverrouille. Exactement. Et on recrée de la porosité sur ces sujets pour essayer de recréer des liens, des ponts. Et de l'envie d'agir, quoi. Comment est-ce que l'envie d'agir, de se mettre en lien, en fait, c'est ça l'écologie, moi je dis ça en ce moment, hein. C'est la solidarité, c'est il te manque un truc, tu demandes à ton voisin, c'est partir en vélo, c'est découvrir des... Enfin, c'est ça. C'est être en bonne santé, c'est moins de cancer, moins de cancer, c'est moins d'aide publique. Et du coup, je sais pas, on s'est trompé de narratif, je crois. Mais c'est pas grave, on va reprendre l'histoire du début et puis on va écrire de nouvelles histoires. Mais c'est très complexe ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que j'essaye d'éviter de binariser, mais la génération engagée, c'est selon les études, c'est à peu près 20% des élèves qui sortent d'école qui cherchent un job à impact. Au-delà du salaire en premier indicateur. Après, moi, je comprends que le salaire soit le premier indicateur. Ça l'a toujours été. Et puis, on ne paye pas son appartement en impact jusqu'ici. Ouais, tout ça, c'est pas évident. C'est sûr. Et comme tu le disais, la route est encore longue, mais justement, en faisant collectif, on pourra amener de nouvelles idées, de nouvelles pistes, en tout cas, de réflexion. C'est justement une des dernière question sur laquelle on avait envie de t'inviter à philosopher. Est-ce que le monde a besoin de collectifs ?
Non. Vous avez 3 j'ai heures. pas- Non, pas du tout. Tu vas vas rien dire, parler. non. Merci, ça ira. Et le monde, je dirais, enfin la société, et peut-être aussi le monde du travail plus précisément après. On peut Bah, en fait, on va conclure sur un truc, c'est plus de liens humains, plus de collectifs, mais plus de vraie vie. Et on est à une époque où le digital a pris énormément d'espace dans nos vies. Je suis la dernière génération, on est la dernière génération à avoir connu le monde sans téléphone portable, voilà, enfin téléphone portable, smartphone. Oui. Et donc c'est un énorme impact qui a lieu en ce moment sur nous. Et donc je pense qu'on va être malheureux très vite d'être trop sur nos téléphones. Et c'est pas facile pour moi de dire ça, et parce que je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc j'ai un rapport ambivalent. D'un côté, j'adore faire des vidéos et je suis persuadée que les narratifs dans lesquels je crois, ils doivent être diffusés sur les réseaux sociaux. Et je suis pas anti-réseaux sociaux par principe. De l'autre, je n'en peux plus des réseaux sociaux. je rêve de forums, je rêve de places publiques où les gens se parlent, je rêve de ce quartier chez mes parents où en fait ils font des petits marchés et ils se vendent des trucs et il y en a un qui achète l'huile je rêve de ça, mais c'est de là d'où je viens, encore une fois, c'est de troc, de trucs, mais de liens en fait. De vrais gens, liens. Enfin, de discussion, de 1 égale 1, de tu as de la valeur, ce que tu dis a de la valeur, ce que tu ressens a de la valeur. Je rêve de ça. Et je suis persuadée que ça ferait partie des choses qui apaiseraient notre société, qui apaiseraient la France, qui apprendrait... Elle me fait ton campagne. Moi, j'adore. Et il est temps de recréer des espaces de liens. Donc, c'est ma réflexion du moment. Ouais, parce que moi, même quand j'étais au conseil municipal des jeunes ou quand j'étais même les assos sportifs de handball à Noyant-la-Grévoyère, enfin, genre, génial, quoi. J'étais arbitre des moins de 12, enfin, non, mais on me servait de l'Oasis après et du 4 quarts, enfin, c'est ça la vie, en fait. Et c'est là qu'on a nos meilleurs souvenirs, en fait. C'est pas en jouant à je sais pas quel jeu, parce que je suis trop vieille et que j'ai pas de jeu, ou en scrollant sur Toc Toc, non, je déconne. Et donc voilà, donc je sais pas comment je vais m'en dépatouiller de cette vision et cette intuition qui me vient en ce moment. C'est pour ça que je pars marcher 3 mois loin des réseaux sociaux. 2 mois, mais oui, plus de collectif, mais plus que le collectif, c'est le lien humain, c'est l'entraide. Et après, collectif, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières. Mais tout ce que je peux souhaiter à chacun, chacune qui nous écoute, c'est de se reconnecter dans le réel, au vrai vivant. C'est bien, c'est assez inspirant. Je trouve qu'on est pas mal en termes de conclusion, ça ouvre sur énormément de choses. Donc, non, bah, mais merci. Merci beaucoup. On voulait te demander une dernière question, Okay. savoir quelles sont tes actualités, justement la rentrée. Donc tu le disais, il y a cette fameuse marche de 2 mois, mais qu'est-ce qui se profile à la rentrée? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Les 3 actualités un peu chaudes là, d'ici la fin de l'année 2025 peut-être. Ouais, alors déjà, vous pouvez commencer à vous abonner à moi sur Instagram parce que j'ai lancé mon nouveau compte Insta qui s'appelle Claire Pétro, vu que j'ai tège Claire l'éclair. Aïe. Elle est toujours avec moi, hein, mais je l'appelle que quand j'en ai envie maintenant, qui est mon alter ego un peu scénique. Donc voilà, Claire Pétro sur Instagram, sur LinkedIn. Deuxième actu, de plus en plus de blagues et d'humour et de... Un spectacle bientôt. Ce serait bien. J'aimerais pas. Ouais, bah merci. Mais en tout cas, je m'autorise ça. J'avais vraiment très peur de rentrer dans la case de la meuf drôle et de perdre mon sérieux vis-à-vis de mes clients, mon expertise. Et en fait, je réalise que ça n'a aucun impact négatif, voire même de l'impact positif. Donc, tant mieux. Et le troisième, bah non, mais il me faut un nouveau projet collectif, moi, bientôt. Donc, je sais pas si ce sera au sein de ma boîte où je vais réembarquer d'autres personnes ou si je vais rejoindre un projet avec d'autres personnes. Mais comme je disais, j'ai fait le taf et je suis prête maintenant à me confronter, entre guillemets, à d'autres personnes pour porter des projets. Et je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Mais je suis certaine que 2026 sera une année pétillante comme toutes les autres, mais en mode intense impact. Et comme tes jolies chaussettes. Exactement, pétillante. Verte, évidemment. Magnifique. Et pétillante comme toi. Merci beaucoup, Merci, Claire, Claire. pour ce chouette moment collectif passé toutes les 3. Et on espère que du coup, cette vidéo inspirera un maximum de personnes. Tout l'enjeu, c'est vraiment de mettre en avant comme nous, des personnes qui font collectif, ou en tout cas qui croient en ce mot qu'on prône depuis 7 ans.
Donc, merci Alénor d'avoir animé ce moment-là. Merci à vous, c'était très inspirant. En tout cas, merci beaucoup Claire pour tes éclairages et d'être venue aujourd'hui. On était ravis de te recevoir. Merci Pauline. Ça, je te remercie tous les jours de t'avoir dans ma vie. D'exister. Vous pouvez nous suivre du coup, Commutation. Notre newsletter. Sur notre newsletter, évidemment, et les réseaux sociaux également. Claire, tu as fait tomber l'appel à l'action, c'était magnifique, c'était très inspirant. Bon, c'était A. Voilà, CTA. Le CTA est lancé. Pour Commutation aussi, qui se lance. Mais voilà. oui, nous continuons l'aventure avec de nouveaux invités que nous vous révélerons très bientôt pour continuer d'abonder, d'explorer ce faire collectif au travail. On vous dit à bientôt.